Et si je vous disais que, en ce moment même, alors que vous êtes allongé dans votre lit, que votre tête repose doucement sur votre oreiller, que votre corps commence à se détendre, l'univers est en train de faire les choses les plus extraordinaires, les plus paisibles, les plus magnifiques que vous puissiez imaginer. Et la plupart des gens n'en ont absolument aucune idée. Ce soir, nous n'allons pas parler de catastrophes cosmiques. Nous n'allons pas parler de la fin du monde. Nous n'allons pas parler d'astéroïdes qui menacent la Terre ou de trous noirs qui dévorent des étoiles. Non. Ce soir, nous allons explorer le côté le plus doux, le plus calme, le plus magnifiquement paisible de l'univers. Parce que l'univers, malgré toute sa violence, et malgré ses supernovas et ses collisions galactiques, est aussi un endroit d'une beauté et d'une tranquillité absolument extraordinaires. Et c'est exactement ce dont vous avez besoin en ce moment. Imaginez ceci. En ce moment même, quelque part dans notre galaxie, il existe un nuage de gaz qui sent la framboise et le rhum. Ce n'est pas une blague. Ce n'est pas de la science-fiction. C'est de la science pure et simple. En ce moment même, il existe une étoile qui émet une note musicale 57 octaves en dessous du Do central, la note la plus grave jamais détectée dans l'univers, un son si profond que l'oreille humaine ne pourrait jamais l'entendre, même si elle essayait pendant 1 milliard d'années. Et quelque part, très loin d'ici, est un rayon de lumière qui a quitté une étoile il y a 1 million d'années, est en train d'arriver à sa destination, après avoir voyagé dans un silence parfait pendant tout ce temps. 1 million d'années de voyage silencieux, pas un seul bruit, pas une seule vibration, juste la lumière glissant à travers le vide, patiemment, tranquillement, comme si elle avait tout le temps du monde. Et elle l'a. L'univers a toujours eu tout le temps du monde. Ce soir, nous allons faire un voyage ensemble. Le voyage le plus relaxant que vous ayez jamais fait. Nous allons traverser le système solaire, explorer des mondes que vous n'avez jamais imaginés, flotter parmi les étoiles, dériver entre les galaxies et découvrir des vérités sur l'univers qui sont si belles, si apaisantes, et si profondément réconfortantes que vous allez vous endormir en sachant que vous faites partie de quelque chose d'infiniment plus grand et d'infiniment plus beau que tout ce que vous avez jamais imaginé. Alors, installez-vous confortablement, respirez profondément et laissez-moi vous emmener là-haut. Avant que nous ne commencions ce voyage cosmique ensemble, si vous aimez vous endormir en découvrant les merveilles de l'univers, vous savez ce qu'il faut faire. Appuyez sur le bouton « J'aime », abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et laissez-moi un commentaire pour me dire quelle est la chose la plus paisible que vous ayez jamais apprise sur l'espace. Votre commentaire m'aide à créer plus de contenu comme celui-ci et il aide aussi d'autres personnes à trouver cette vidéo quand elles en ont besoin. Maintenant, commençons. Commençons par vous. Oui, vous. Vous qui êtes allongé en ce moment, en train de vous installer confortablement pour la nuit. Savez-vous de quoi vous êtes fait? Je ne parle pas de vos os, de vos muscles, de votre peau. Je parle de quelque chose de beaucoup plus fondamental. Je parle de vos atomes. Chaque atome de votre corps, sans exception, a été forgé à l'intérieur d'une étoile. Le calcium de vos os a été créé dans le cœur d'une étoile mourante il y a des milliards d'années. Le fer qui circule dans votre sang, celui qui permet à vos globules rouges de transporter l'oxygène, celui qui vous maintient en vie en ce moment même, a été forgé dans les dernières secondes de vie d'une étoile massive, juste avant qu'elle n'explose en supernova.
l'oxygène que vous respirez en ce moment, celui qui remplit vos poumons. Là, celui qui nourrit chaque cellule de votre corps a été créé par la fusion nucléaire à l'intérieur d'une étoile qui a vécu et qui est morte bien avant que notre Soleil n'existe. C'est ce qu'on appelle la nucléosynthèse stellaire. C'est le processus par lequel les étoiles créent des éléments plus lourds à partir d'éléments plus légers. Au début, il y avait principalement de l'hydrogène et de l'hélium, les éléments les plus simples, les plus légers. Puis les premières étoiles se sont formées, et dans leur cœur brûlant, à des températures de millions de degrés, l'hydrogène a commencé à fusionner en hélium, puis l'hélium en carbone, puis le carbone en oxygène, puis l'oxygène en silicium, et ainsi de suite, créant des éléments de plus en plus lourds, de plus en plus complexes. Et quand ces étoiles sont mortes, quand elles ont explosé en supernovae spectaculaires, elles ont dispersé tous ces éléments dans l'espace. Ces éléments se sont mélangés à des nuages de gaz et de poussière. Ces nuages se sont effondrés sous leur propre gravité. De nouvelles étoiles se sont formées. De nouveaux systèmes solaires sont nés. De nouvelles planètes se sont assemblées. Et sur l'une de ces planètes, une petite planète bleue en orbite autour d'une étoile jaune assez ordinaire, ces éléments se sont assemblés d'une manière très spéciale. Ils se sont assemblés pour former vous. Carl Sagan l'a dit mieux que quiconque. Nous sommes faits de poussière d'étoiles. Ce n'est pas une métaphore. Ce n'est pas de la poésie. C'est de la physique. C'est de la chimie. C'est un fait scientifique vérifiable. Vous êtes littéralement fait de matière stellaire. Chaque atome de votre corps a une histoire qui remonte à des milliards d'années. Une histoire qui commence dans le cœur brûlant d'une étoile et qui finit ici, ce soir, dans votre lit, alors que vous écoutez ces mots. Et voici quelque chose d'encore plus extraordinaire. Les atomes d'hydrogène dans votre corps, ceux qui font partie de chaque molécule d'eau en vous, ceux-là n'ont pas été créés dans des étoiles. Ils sont bien plus anciens que cela. Les atomes d'hydrogène de votre corps ont été créés pendant le Big Bang lui-même, il y a 13 milliards 800 millions d'années. Ils sont aussi vieux que l'univers. Pensez à cela un instant. En ce moment même, vous portez en vous des atomes qui sont aussi vieux que le temps lui-même. Des atomes qui existaient avant les premières étoiles, avant les premières galaxies, avant tout. Vous êtes un assemblage temporaire d'atomes anciens, et chacun de ces atomes a une histoire plus longue que vous ne pourrez jamais l'imaginer. Et ces mêmes atomes, ces mêmes éléments qui sont en vous, sont aussi dans les étoiles que vous voyez quand vous regardez le ciel la nuit. Les mêmes éléments qui sont dans les nébuleuses, ces magnifiques nuages de gaz où de nouvelles étoiles naissent en ce moment. Les mêmes éléments qui sont dans les anneaux de Saturne, dans les volcans de glace d'Encelade, dans les océans de méthane de Titan. Vous êtes fait de la même matière que tout le reste de l'univers. Vous n'êtes pas séparés du cosmos. Vous êtes le cosmos. Vous êtes l'univers qui se regarde lui-même, qui se pose des questions sur lui-même, qui essaye de se comprendre. Et ce soir, l'univers se repose parce que vous vous reposez. Alors, quand vous regardez le ciel étoilé, quand vous voyez ces petits points de lumière scintiller dans l'obscurité, vous ne regardez pas quelque chose de lointain et d'étranger. Vous regardez de la famille, des cousins cosmiques, des parents stellaires. Vous êtes chez vous dans cet univers, parce que vous êtes fait de cet univers, et il est fait de vous. Maintenant, parlons de quelque chose
de profondément apaisant. Parlons du silence. Le silence de l'espace. Parce que l'espace est l'endroit le plus silencieux que vous puissiez imaginer. En fait, il est plus silencieux que tout ce que vous pourriez jamais imaginer. Dans l'espace, il n'y a pas de son. Pas un seul. Zéro. Rien. Et la raison est simple. Le son a besoin d'un milieu pour se propager. Sur Terre, le son voyage à travers l'air. Il peut aussi voyager à travers l'eau, à travers la roche, à travers le métal. Mais dans l'espace, il n'y a rien. Pas d'air. Pas de molécules pour vibrer et transmettre les ondes sonores. Juste le vide. Un vide presque parfait, s'étendant dans toutes les directions, à l'infini. Et cela signifie quelque chose de vraiment extraordinaire. Les événements les plus violents de l'univers se produisent dans un silence total. Quand une étoile explose en supernova, libérant plus d'énergie en quelques secondes que notre Soleil n'en libérera en toute sa vie, cela se produit en silence. Quand deux galaxies entrent en collision, quand des centaines de milliards d'étoiles passent les unes à travers les autres dans une danse gravitationnelle qui dure des centaines de millions d'années, cela se produit en silence. Quand un trou noir dévore une étoile entière, la déchirant atome par atome, et l'aspirant dans un tourbillon de matière surchauffée, cela se produit en silence. Le silence le plus profond, le plus absolu, le plus total que vous puissiez concevoir. C'est le silence de l'espace. Et il est partout. Il enveloppe tout. Il est la toile de fond sur laquelle tout le drame cosmique se déroule. Mais voici où cela devient vraiment fascinant. Même si l'espace est silencieux dans le sens traditionnel du terme, il n'est pas dépourvu de signaux. L'univers est rempli d'ondes radio, de rayonnements, de signaux électromagnétiques qui voyagent à travers le vide à la vitesse de la lumière. Et les scientifiques de la NASA ont trouvé un moyen de traduire ces signaux en sons. C'est ce qu'on appelle la sonification. Ils prennent les données, les fréquences de lumière, les ondes radio, les rayonnements, et ils les convertissent en quelque chose que nos oreilles peuvent entendre. Et le résultat est absolument extraordinaire. Prenez le trou noir au centre de l'amas de galaxies de Persée. En 2003, des astronomes ont découvert que ce trou noir émet une note. Pas une note que vous pouvez entendre, bien sûr. Une note 57 octaves en dessous du Do central. C'est la note la plus grave jamais détectée dans l'univers. Si vous pouviez l'entendre, ce serait un son si profond, si bas, si fondamental, qu'il ressemblerait au bourdonnement le plus ancien du monde. Un bourdonnement qui dure depuis des millions d'années. Un bourdonnement cosmique, vibrant à travers le gaz chaud qui entoure le trou noir, comme un mantra qui n'a jamais cessé. Et puis, il y a le rayonnement de fond cosmique, le CMB, comme l'appellent les scientifiques. Oh, c'est la lumière la plus ancienne de l'univers. Elle a été émise environ 380 000 ans après le Big Bang, quand l'univers s'est refroidi suffisamment pour que la lumière puisse enfin voyager librement. Cette lumière voyage depuis 13 milliards 800 millions d'années. Elle remplit l'univers entier. Elle est partout. Dans chaque direction que vous regardez, elle est là. Et quand les scientifiques convertissent ce rayonnement en son, ce qu'ils obtiennent est une sorte de murmure doux, un bruissement cosmique, le chuchotement le plus ancien de l'univers, l'écho du tout début. Et en ce moment même, ce murmure passe à travers vous, à travers votre chambre, à travers vos murs, votre toit, votre corps,
Le premier son que l'univers ait jamais produit est encore en train de jouer. Partout, tout le temps, doucement et silencieusement, comme une berceuse qui n'a jamais cessé. Et entre les galaxies, il y a les vides, les grands vides cosmiques. Des régions de l'espace où il n'y a presque rien. Le vide de Boot, par exemple, est une région de l'espace qui s'étend sur 330 millions d'années-lumière et qui ne contient presque rien. Presque pas de galaxies, pas d'étoiles, pas de planètes, juste le vide. Un vide si vaste, si profond, si absolu que si vous étiez placé en son centre, vous ne verriez aucune galaxie à l'œil nu. Rien que l'obscurité. La température y est proche du zéro, absolu. Il n'y a pas de lumière, pas de son, pas de gravité significative qui vous attire dans une direction ou une autre. Juste le calme. Le calme le plus profond que l'univers puisse offrir. Imaginez flotter là. Pas de froid, pas de peur, juste le flottement. Le silence, l'immobilité et la paix. Maintenant, quittons le vide et allons visiter quelque chose de magnifique. Allons voir les géants doux de notre système solaire. Commençons par Saturne. Parce que Saturne est probablement la planète la plus belle de notre système solaire et peut-être de tout l'univers connu. Et ce qui la rend si belle, bien sûr, ce sont ses anneaux. Les anneaux de Saturne sont composés de milliards et de milliards de particules de glace. Certaines sont aussi petites qu'un grain de sable. D'autres sont aussi grosses qu'une maison. Et elles orbitent toutes autour de Saturne, dans un disque plat et magnifique qui s'étend sur des centaines de milliers de kilomètres. Mais voici ce qui est vraiment remarquable. Les anneaux de Saturne sont incroyablement minces par rapport à leur largeur. Et si les anneaux de Saturne avaient 1 kilomètre de large, ils seraient plus minces qu'une lame de rasoir. Imaginez cela. Un disque d'une beauté stupéfiante, s'étendant sur une distance plus grande que la distance entre la Terre et la Lune, mais si mince qu'il est presque bidimensionnel. C'est de l'art cosmique. C'est de la sculpture gravitationnelle. Et c'est réel. Et il se passe quelque chose de magnifique avec les anneaux de Saturne. Les particules de glace des anneaux tombent lentement sur Saturne. Les scientifiques appellent cela la pluie d'anneaux. Des particules de glace minuscules, influencées par le champ magnétique de Saturne et la gravité, quittent lentement les anneaux et tombent dans l'atmosphère de la planète. Une pluie douce, lente, silencieuse, qui dure depuis des millions d'années. Une pluie de glace scintillante, tombant du ciel d'une géante gazeuse. Et les espaces dans les anneaux, comme la division de Cassini, cette bande sombre bien visible dans les anneaux, sont causés par les résonances gravitationnelles avec les lunes de Saturne. C'est une danse cosmique. Les lunes tirent doucement sur les particules des anneaux, créant des motifs, des espaces, des structures, comme un chorégraphe invisible organisant un ballet de glace et de lumière. Et quand la sonde Cassini, après 13 ans d'exploration de Saturne, a plongé dans l'atmosphère de la planète en septembre 2017, elle a envoyé ses dernières images. Des images d'une beauté à couper le souffle. Les anneaux brillants dans la lumière du soleil. Les tempêtes tourbillonnant dans l'atmosphère. Les lunes dansant autour de la planète. Joe, la dernière chose que Cassini a vue avant de mourir était la beauté de Saturne. Et on ne peut pas imaginer un adieu plus magnifique. Maintenant, tournons-nous vers Jupiter, le roi des planètes, la plus grande planète de notre système solaire. Jupiter est un monde de nuages tourbillonnants, de tempêtes gigantesques
et de couleurs incroyables. La grande tache rouge, cette tempête qui fait rage depuis au moins 300 ans, est plus grande que la Terre entière. Plus grande que la Terre. Une tempête. Et pourtant, vue de loin, depuis les profondeurs de l'espace, elle ressemble à une tache de peinture sur une toile pastel. Elle ressemble à de l'art. Les bandes de nuages de Jupiter, composées d'ammoniac et de vapeur d'eau, créent des couches de couleurs, du blanc au brun, en passant par l'orange et le rouge. C'est comme si quelqu'un avait peint la planète avec des aquarelles. Et profondément à l'intérieur de Jupiter, là où la pression est si intense que rien de ce que nous connaissons ne pourrait survivre, l'hydrogène est comprimé dans un état exotique appelé hydrogène métallique liquide. Un océan d'hydrogène qui se comporte comme un métal, conducteur d'électricité, générant le champ magnétique le plus puissant de toutes les planètes du système solaire. Un océan de métal liquide, profond de des dizaines de milliers de kilomètres, à l'intérieur d'une planète gazeuse. L'univers est plein de surprises comme celle-là. Mais voici quelque chose que la plupart des gens ne savent pas à propos de Jupiter. Jupiter vous protège. Depuis des milliards d'années, la gravité massive de Jupiter agit comme un bouclier pour les planètes intérieures du système solaire, y compris la Terre. Sa gravité dévie les astéroïdes et les comètes, les attire vers elle ou les envoie dans des trajectoires qui les éloignent de nous. Sans Jupiter, le nombre d'impacts d'astéroïdes sur la Terre serait beaucoup plus élevé. La vie telle que nous la connaissons n'existerait peut-être pas. Jupiter vous a protégé toute votre vie et vous ne le saviez même pas. Ce géant gazeux avec ses tempêtes plus grandes que des planètes et ses nuages de toutes les couleurs a été votre gardien silencieux depuis avant votre naissance, depuis avant l'existence de l'humanité, depuis avant l'apparition de la vie sur Terre. Et puis, il y a Neptune, la planète la plus éloignée du Soleil et la plus belle des bleus. Et Neptune est d'un bleu profond, riche, presque irréel. Et la raison de cette couleur est simple et élégante. Le méthane dans l'atmosphère de Neptune absorbe la lumière rouge du Soleil et réfléchit la lumière bleue. Le résultat est une planète qui ressemble à un joyau bleu flottant dans l'obscurité. Les vents sur Neptune sont les plus rapides du système solaire, atteignant jusqu'à 1900 km/h. Mais vue de loin, Neptune semble parfaitement sereine, calme, paisible. Une perle bleue solitaire dans les confins glacés du système solaire. Allons maintenant visiter une lune. Pas notre lune, même si nous y viendrons plus tard. Allons visiter Titan, la plus grande lune de Saturne. Titan est un monde extraordinaire. C'est le seul endroit dans notre système solaire, à part la Terre, qui possède des liquides stables à sa surface. Mais les liquides sur Titan ne sont pas de l'eau. Ce sont des hydrocarbures, du méthane et de l'éthane. Sur Titan, il pleut du méthane. Des gouttes de méthane tombent d'un ciel orange et brumeux, comme une pluie douce et lente. Ces gouttes de méthane forment des rivières qui creusent des vallées dans la glace de la surface. Ces rivières se jettent dans des lacs et des mers de méthane liquide. Des mers entières, avec des vagues peut-être, sous un ciel orange. Imaginez-vous assis au bord d'un lac de méthane, sur Titan. L'air est épais et brumeux. La gravité est faible, environ 1/7 de celle de la Terre. Le sol sous vos pieds est de la glace d'eau aussi dure que de la roche. Et là, à l'horizon, Saturne se lève lentement, ses anneaux scintillant dans la faible lumière du soleil. Et un soleil si lointain qu'il ne ressemble qu'à une étoile particulièrement brillante.
C'est un monde extraterrestre, et pourtant, il y a quelque chose de profondément familier dans cette image. La pluie, les rivières, les lacs, les paysages sculptés par l'érosion. C'est comme la Terre, mais réinventée avec des ingrédients différents. Et quand la sonde Huygens, envoyée par la mission Cassini, est descendue à travers l'atmosphère épaisse de Titan en janvier 2005, elle a mis plus de 2 heures pour atteindre la surface en parachute. 2 heures de descente lente, douce, à travers des couches de brume orange. Les données et les images qu'elle a envoyées ont révélé un monde d'une complexité et d'une beauté que personne n'avait anticipé. Un monde avec une météorologie, une géologie, une hydrologie, tout comme la Terre. Oh, mais avec du méthane au lieu de l'eau. Un monde qui attend tranquillement dans les confins du système solaire, faisant ce qu'il fait depuis des milliards d'années, sous le regard silencieux de Saturne. Et maintenant, voici quelque chose qui va vous émerveiller. À l'intérieur de Neptune et d'Uranus, dans les profondeurs de ces géantes de glace, là où la pression est des millions de fois plus élevée que la pression atmosphérique à la surface de la Terre, quelque chose d'incroyable se produit. Le carbone, soumis à ces pressions et ces températures extrêmes, est comprimé et transformé en diamants. Des diamants. À l'intérieur de ces planètes, il pleut littéralement des diamants. Des cristaux de carbone pur, tombant à travers les couches d'atmosphère dense comme des gouttes de pluie, descendant vers le cœur de la planète. En ce moment même, et quelque part à des milliards de kilomètres d'ici, des diamants tombent comme des gouttes de pluie à l'intérieur d'une planète bleue géante. Et personne n'est là pour les voir. C'est l'un des spectacles les plus extravagants de l'univers. Et il se déroule dans le silence le plus total, dans l'obscurité la plus complète, sans aucun témoin. L'univers n'a pas besoin de public pour créer de la beauté. Parlons maintenant des étoiles. Pas de leur naissance ou de leur mort, pas encore, nous y viendrons. Parlons de quelque chose de beaucoup plus doux. Parlons du fait que les étoiles chantent. Oui, les étoiles chantent. C'est un domaine scientifique qui s'appelle l'astérosismologie, l'étude des vibrations des étoiles. Parce que les étoiles ne sont pas des objets statiques et immuables. Elles vibrent, elles pulsent, elles résonnent, comme une cloche qui a été frappée et qui continue de résonner longtemps après le coup. Chaque étoile a ses propres fréquences de vibration, ses propres modes d'oscillation, sa propre voix unique. Si vous pouviez entendre les étoiles, le ciel nocturne sonnerait comme la symphonie la plus complexe, la plus riche, la plus extraordinaire jamais composée. Des milliards d'instruments jouant simultanément, chacun avec sa propre mélodie, sa propre tonalité, son propre rythme. Et le plus beau, c'est que les scientifiques peuvent réellement étudier ces vibrations. En mesurant les minuscules variations de luminosité causées par ces oscillations, ils peuvent déterminer la structure interne des étoiles, leur âge, leur composition. Les étoiles nous racontent leur histoire à travers leur musique. À une musique silencieuse que seuls les instruments les plus sensibles peuvent percevoir. Et puis, il y a les pulsars, les battements de cœur cosmiques de l'univers. Un pulsar est une étoile à neutrons, le reste ultra-dense d'une étoile massive qui a explosé en supernova. Ces objets sont incroyablement compacts, à peine une dizaine de kilomètres de diamètre, mais contenant plus de masse que notre Soleil. Et ils tournent. Certains tournent des centaines de fois par seconde. À chaque rotation, ils émettent un faisceau de rayonnement, comme un phare cosmique. Et ce faisceau, quand il balaie dans notre direction,
nous apparaît comme un battement régulier, un pulse, d'où le nom pulsar. Et certains de ces pulsars sont d'une régularité stupéfiante, plus précis que les horloges atomiques les plus sophistiquées que nous ayons jamais construites. Donc quand le premier pulsar a été découvert en 1967 par Jocelyn Bell Burnell, le signal était si régulier, si précis, si clairement artificiel en apparence, que les astronomes ont brièvement pensé qu'il pouvait s'agir d'un signal extraterrestre. Ils l'ont même baptisé LGM1 pour Little Green Men, petits hommes verts. Bien sûr, il s'est avéré que c'était un phénomène naturel. Mais quel phénomène? Un cœur cosmique qui bat avec une précision parfaite depuis des millions d'années. L'univers a un battement de cœur, et il bat depuis des milliards d'années, régulièrement, patiemment, sans jamais s'arrêter. Et puis, il y a les naines rouges, les étoiles les plus calmes, les plus discrètes, les plus patientes de l'univers. Les naines rouges sont les étoiles les plus petites, les plus froides et les plus faiblement lumineuses. Elles brûlent leur hydrogène si lentement, si économiquement, qu'elles vivent incroyablement longtemps. Si longtemps, en fait, que pas une seule naine rouge n'est jamais morte depuis le début de l'univers. Pensez à cela. L'univers a 13 milliards 800 millions d'années, et chaque naine rouge qui a jamais existé est encore en vie, encore en train de brûler doucement, patiemment, sans se presser. Elles sont les étoiles les plus communes de la galaxie, représentant environ 70% de toutes les étoiles. Et elles vivront encore pendant des trillions d'années. Des trillions. Quand toutes les autres étoiles auront disparu, quand les géantes bleues auront explosé, quand les étoiles, comme notre Soleil, se seront éteintes, quand les géantes rouges auront soufflé leur dernière couche dans l'espace, les naines rouges seront toujours là, les dernières lumières dans un univers vieillissant, brillant doucement, faiblement, mais obstinément. Elles ne sont pas dramatiques, elles ne sont pas spectaculaires, elles ne font pas de bruit, elles se contentent de continuer, tranquillement, patiemment, pendant des trillions d'années. Il y a quelque chose de profondément réconfortant dans cette idée. Maintenant, parlons de la lumière, la voyageuse la plus patiente de l'univers. Parce que la lumière a une histoire que la plupart des gens ne connaissent pas. Prenons la lumière du Soleil, par exemple. Quand un photon, une particule de lumière, est créé dans le cœur du Soleil par une réaction de fusion nucléaire, vous pourriez penser qu'il s'échappe immédiatement vers la surface et file vers l'espace. Mais ce n'est pas du tout ce qui se passe. Le cœur du Soleil est incroyablement dense, si dense que le photon ne peut pas voyager en ligne droite. Il rebondit d'atome en atome, de particule en particule, dans ce qu'on appelle une marche aléatoire. Et cette marche aléatoire dure longtemps, très, très longtemps. Les estimations varient, mais il faut entre 100 000 et 200 000 ans à un photon pour voyager du cœur du Soleil jusqu'à sa surface. 100 000 à 200 000 ans. Rebondissant, absorbé, réémis, rebondissant encore dans un labyrinthe de plasma dense et brûlant. Et puis, quand il atteint enfin la surface du Soleil, il s'échappe dans l'espace et voyage jusqu'à la Terre en seulement 8 minutes. 8 minutes. Après un voyage de 100 000 ans ou plus à l'intérieur du Soleil, le dernier tronçon ne prend que 8 minutes. Cela signifie que la lumière du Soleil qui vous a réchauffé le visage aujourd'hui a commencé son voyage avant l'existence des humains modernes, avant les premières civilisations, avant les premières villes,
les premières langues, les premiers rêves. La lumière qui vous a réchauffé aujourd'hui est plus ancienne que la civilisation elle-même. Et puis, il y a la lumière la plus ancienne de l'univers, le rayonnement de fond cosmique dont nous avons déjà parlé brièvement. Cette lumière a été émise il y a 13 milliards 800 millions d'années, quand l'univers était très jeune, très chaud, et rempli d'un plasma dense et opaque. 380 000 ans après le Big Bang, l'univers s'est suffisamment refroidi pour que les électrons se combinent avec les protons pour former les premiers atomes d'hydrogène. Et à ce moment-là, l'univers est devenu transparent. La lumière pouvait enfin voyager librement. Et cette lumière voyage encore. Depuis 13 milliards 800 millions d'années, elle traverse l'univers dans toutes les directions, remplissant chaque centimètre cube d'espace. Si vous aviez pris un vieux téléviseur, un de ceux avec une antenne, et que vous l'aviez allumé sur un canal sans signal, une petite partie de la neige statique que vous voyez sur l'écran était en fait causée par ce rayonnement de fond cosmique. Vous regardiez littéralement l'écho du Big Bang sur votre téléviseur. Vous regardiez la naissance de l'univers, et vous ne le saviez même pas. Parlons maintenant de quelque chose de doux et de poétique. La lumière de la lune. Le clair de lune n'est rien d'autre que de la lumière du soleil réfléchie. La lune ne produit aucune lumière par elle-même. Elle est simplement un miroir géant dans le ciel, renvoyant la lumière du soleil vers nous. Et cette lumière est environ 500 000 fois plus faible que la lumière directe du soleil. Mais elle est suffisante pour illuminer les paysages la nuit, pour créer des ombres douces, pour faire scintiller les océans. C'est la lumière du soleil, transformée, adoucie, tamisée par un passage sur la surface grise et poussiéreuse de la lune et renvoyée vers vous comme un cadeau. Et il y a un phénomène encore plus beau, la lumière cendrée. Vous l'avez peut-être vu sans savoir ce que c'était. Quand la lune est un mince croissant, vous pouvez parfois voir le reste du disque lunaire, la partie sombre, faiblement illuminée. Cette lumière douce et fantomatique s'appelle la lumière cendrée, Seku Earthshine en anglais. C'est de la lumière du soleil qui a d'abord été réfléchie par la Terre, par nos océans, nos nuages, nos déserts, puis qui a voyagé jusqu'à la Lune, où elle a illuminé la face sombre et qui a ensuite été réfléchie une fois de plus vers nous. La Lune brille littéralement avec la lumière de la Terre, avec la lumière de vos océans, de vos nuages, de votre maison. C'est comme si la Terre et la Lune se renvoyaient doucement la lumière du Soleil, en un jeu de miroir cosmique qui dure depuis des milliards d'années. Et voici une pensée qui est à la fois mélancolique et magnifique. Certaines étoiles que nous voyons dans le ciel nocturne ont peut-être déjà cessé d'exister. La lumière de ces étoiles met des années, des centaines d'années, des milliers d'années à nous parvenir. Et ce que nous voyons n'est pas l'étoile telle qu'elle est maintenant, mais telle qu'elle était quand la lumière a quitté sa surface. Nous voyons le passé. Le ciel nocturne est une machine à remonter le temps. Chaque étoile est une fenêtre sur un moment différent de l'histoire. Quand vous regardez Bételgeuse, l'étoile rouge brillante dans la constellation d'Orion, vous la voyez telle qu'elle était il y a environ 700 ans. La lumière qui atteint vos yeux ce soir a quitté cette étoile à l'époque du Moyen Âge. Et quand vous regardez la galaxie d'Andromède, le point lumineux le plus éloigné que vous puissiez voir à l'œil nu, vous la voyez telle qu'elle était il y a 2,5 millions d'années.
avant l'apparition d'Homo sapiens. Quand vous regardez les étoiles, vous ne voyez pas le présent. Vous voyez des milliers d'années d'histoire, j'ai tout à la fois peintes à travers le ciel. Le ciel nocturne est le plus grand musée de l'univers et l'entrée est gratuite. Parlons maintenant des mouvements doux du cosmos, des chorégraphies silencieuses qui se déroulent autour de nous, à chaque instant, sans que nous en ayons la moindre conscience. Commençons par vous. En ce moment même, vous êtes immobile. Du moins, c'est ce que vous ressentez. Mais en réalité, vous vous déplacez à une vitesse vertigineuse. La rotation de la Terre vous emporte à environ 1600 km par heure, selon votre latitude. Et vous ne sentez rien. La Terre orbite autour du Soleil à environ 107 000 km par heure. Et vous ne sentez rien. Le Soleil orbite autour du centre de la Voie lactée à environ 828 000 km par heure. Et vous ne sentez rien. Et la Voie lactée elle-même se déplace à travers l'espace à environ 2 100 000 km par heure. Et vous ne sentez absolument rien. Vous êtes en train de traverser l'univers à une vitesse inimaginable, et tout ce que vous ressentez, c'est le calme parfait de votre lit, l'immobilité parfaite de ce moment. Il y a quelque chose de profondément apaisant dans cette contradiction. Vous êtes à la fois immobile et en mouvement. Vous êtes à la fois ici et partout. Vous êtes au repos et en voyage simultanément. Et la Lune, notre fidèle compagne, fait sa propre danse. Saviez-vous que la Lune s'éloigne lentement de la Terre? Environ 3 cm et demi par an. Ce n'est presque rien. Moins que la longueur de votre pouce. Mais elle fait cela depuis des milliards d'années. Oh, et elle continuera pendant des milliards d'années encore. Il y a très, très longtemps, la Lune était beaucoup plus proche de la Terre. Les marées étaient beaucoup plus fortes. Les jours étaient plus courts. Et petit à petit, année après année, siècle après siècle, millénaire après millénaire, la Lune s'est éloignée. Doucement, imperceptiblement. Comme un enfant qui grandit et qui prend lentement son indépendance, mais qui ne part jamais vraiment. Et il y a quelque chose de magnifique dans la relation entre la Terre et la Lune. La Lune est verrouillée gravitationnellement avec la Terre. Cela signifie qu'elle tourne sur elle-même à exactement la même vitesse qu'elle orbite autour de la Terre. Le résultat est que la Lune nous montre toujours la même face. Toujours. Depuis des milliards d'années, la Lune nous regarde avec le même visage. Ouais, comme un partenaire de danse qui ne détourne jamais le regard. C'est une synchronisation gravitationnelle parfaite, une chorégraphie qui a été mise au point sur des milliards d'années par les forces de marée. Et les marées elles-mêmes, la Lune tire doucement sur les océans de la Terre, créant les marées. 2 fois par jour, chaque jour, depuis des milliards d'années, la Lune berce les océans de la Terre, d'avant en arrière, comme un métronome cosmique. La Lune a bercé les océans de la Terre avant même que la vie n'existe. C'est la plus ancienne berceuse du monde, et les galaxies elles-mêmes se déplacent à travers l'univers comme des nuages qui dérivent à travers un ciel infini. La galaxie d'Andromède, notre plus proche grande voisine galactique, se rapproche de la Voie lactée. Elle s'approche de nous à environ 400 000 km par heure. Cela semble terrifiant, mais ne vous inquiétez pas. Elle n'arrivera pas avant 4 milliards et demi d'années environ. Et quand les 2 galaxies fusionneront, ce sera si lent, si progressif, que les étoiles individuelles ne se heurteront probablement jamais.
les galaxies sont principalement composées de vide. L'espace entre les étoiles est si immense que 2 galaxies peuvent passer l'une à travers l'autre sans qu'une seule étoile en touche une autre. 2 galaxies contenant 1000 milliards d'étoiles au total passeront l'une à travers l'autre et presque rien ne se touchera. C'est la collision la plus douce que vous puissiez imaginer. Une fusion, pas une collision. Une danse, pas un combat. Et l'espace lui-même est en expansion. L'univers s'étend doucement et tranquillement partout. Les galaxies lointaines s'éloignent les unes des autres, non pas parce qu'elles se déplacent à travers l'espace, mais parce que l'espace lui-même s'étire. Imaginez la pâte d'un pain au raisin qui lève. Les raisins, qui représentent les galaxies, s'éloignent les uns des autres, non pas parce qu'ils bougent dans la pâte, mais parce que la pâte elle-même gonfle. L'univers fait la même chose. L'espace entre les galaxies s'étire lentement, continuellement, depuis le Big Bang. Mais cette expansion est si douce, si subtile, qu'à l'échelle de notre système solaire, à l'échelle de notre galaxie, elle n'a absolument aucun effet. Vous ne la sentez pas. Votre corps ne s'étire pas. La Terre ne s'éloigne pas du Soleil. La Voie lactée ne se disloque pas. Et chez l'expansion de l'univers est la force la plus douce à l'œuvre dans le cosmos. Et ici, chez vous, elle est parfaitement imperceptible. L'univers s'étire, mais si lentement, si doucement, que là où vous êtes, tout est parfaitement immobile. Maintenant, allons visiter les plus beaux endroits de l'univers. Les nébuleuses. Ces magnifiques nuages de gaz et de poussière qui flottent dans l'espace comme des peintures cosmiques. Les nébuleuses sont parmi les objets les plus photogéniques de l'univers, et pour une bonne raison. Elles sont des cathédrales de couleurs, des océans de lumière, des jardins où naissent les étoiles. Prenez les piliers de la création, dans la nébuleuse de l'Aigle. Ces colonnes de gaz titanesques, s'élevant sur des années-lumière, sont des pouponnières stellaires. À l'intérieur de ces piliers, le gaz se condense sous l'effet de la gravité, formant lentement, patiemment, de nouvelles étoiles. Des étoiles qui n'existent pas encore. Des étoiles qui sont en train de naître en ce moment même à l'intérieur de ces nuages magnifiques. Le processus prend des millions d'années. Pas de précipitation, pas d'urgence. Juste la gravité faisant son travail, doucement, patiemment, comme elle le fait depuis le début de l'univers. Et la nébuleuse d'Orion, cette tache lumineuse que vous pouvez voir à l'œil nu dans la constellation d'Orion, est une autre pouponnière stellaire. Elle se trouve à environ 1344 années-lumière de la Terre, et elle est en train de créer des milliers de nouvelles étoiles. En ce moment même, pendant que vous êtes allongé dans votre lit, des étoiles naissent. Qu'est la création n'est pas un événement du passé. C'est un processus continu. L'univers est encore en train de se créer, encore en train de s'inventer, encore en train de fabriquer de la beauté. Et maintenant, voici quelque chose qui va vous faire sourire. Quelque part dans notre galaxie, près du centre de la Voie lactée, il existe un nuage moléculaire géant appelé Sagittarius B2. C'est un énorme nuage de gaz et de poussière, et les astronomes ont découvert qu'il contient une molécule appelée formiate d'éthyle. Pourquoi est-ce intéressant? Parce que le formiate d'éthyle est la molécule responsable de l'arôme des framboises et de l'odeur du rhum.
il existe un nuage dans l'espace, un nuage gigantesque, qui sent la framboise et le rhum. Ce n'est pas de la science-fiction. Ce n'est pas une blague. C'est un fait scientifique vérifié par des observations spectroscopiques. L'univers a littéralement un nuage qui sent le cocktail aux framboises. Et ce n'est pas tout. Sagittarius B, 2, contient aussi des milliards de litres d'alcool, de l'éthanol et du méthanol. Suffisamment d'alcool pour remplir 400 trillions de pintes de bière. Un bar cosmique flottant dans l'espace. L'univers organise sa propre fête. C'est juste que personne n'a encore été invité. Et l'eau. L'eau, cette substance si ordinaire pour nous, si fondamentale pour la vie, existe en quantité absolument stupéfiante dans l'univers. Des astronomes ont découvert un quasar à 12 milliards d'années-lumière de la Terre, entouré d'un nuage de vapeur d'eau contenant 140 000 milliards de fois toute l'eau présente dans tous les océans de la Terre. 140 000 milliards de fois. C'est un nombre si grand qu'il perd presque tout sens. L'eau, la substance de la vie, existe en quantités inimaginables à travers l'univers. Vous n'aurez jamais à vous inquiéter de manquer d'eau dans l'univers. Il y en a suffisamment là-dehors pour remplir chaque océan sur chaque terre qui pourrait jamais exister. Et si nous prenons du recul, si nous regardons l'univers à sa plus grande échelle, nous voyons quelque chose de stupéfiant. Les galaxies ne sont pas distribuées au hasard. Elles sont organisées en une structure gigantesque qu'on appelle la toile cosmique. Des filaments de galaxies s'étendant sur des centaines de millions d'années-lumière, reliés en un réseau complexe, avec d'immenses vides entre eux. Et quand les scientifiques ont cartographié cette structure et l'ont comparée à d'autres structures connues, ils ont fait une observation fascinante. La structure de l'univers à grande échelle ressemble de manière frappante à la structure d'un réseau neuronal, à la structure d'un cerveau. Les filaments de galaxies ressemblent aux connexions entre les neurones. Les nœuds de galaxies ressemblent au corps cellulaire. L'univers, à sa plus grande échelle, ressemble presque exactement à la chose qui vous permet de penser à l'univers. Coïncidence? Probablement. Mais n'est-ce pas magnifique? Parlons maintenant du temps. Cette rivière douce et invisible qui emporte tout. Le temps dans l'univers n'est pas ce que vous croyez. Il n'est pas constant. Il n'est pas uniforme. Il ne coule pas à la même vitesse partout. Et c'est l'une des choses les plus fascinantes que la physique nous ait jamais apprises. Commençons par quelque chose d'amusant. Un jour, sur d'autres mondes. Sur Vénus, un jour, c'est-à-dire le temps qu'il faut à la planète pour faire un tour complet sur elle-même, dure 243 jours terrestres. Mais une année sur Vénus, le temps qu'il faut à la planète pour orbiter autour du Soleil, ne dure que 225 jours terrestres. Ce qui signifie qu'un jour sur Vénus est plus long qu'une année sur Vénus. Vénus fait le tour du Soleil plus vite qu'elle ne tourne sur elle-même. C'est comme si une journée durait plus longtemps qu'une année entière. Le temps sur Vénus ne joue pas selon nos règles. Sur Jupiter, en revanche, un jour ne dure qu'environ 10 heures. C'est la planète qui tourne le plus vite dans notre système solaire, malgré sa taille gigantesque. 10 heures pour un jour complet. Vous auriez à peine le temps de dormir et de vous réveiller. Et sur Mercure, un jour solaire, du lever du Soleil au lever du Soleil suivant, dure 176 jours terrestres. Presque 6 mois terrestres entre 2 levées de Soleil. Le temps est élastique. Il se comporte différemment
partout dans le système solaire. Et Einstein nous a montré que le temps est encore plus étrange que cela. La relativité nous dit que le temps passe plus lentement dans un champ gravitationnel plus fort et à des vitesses plus élevées. Ce n'est pas de la théorie abstraite, c'est un fait mesuré et vérifié. Les astronautes sur la Station spatiale internationale, qui orbite autour de la Terre à 28 000 km/h, vieillissent très légèrement moins vite que les personnes sur Terre. La différence est infime, environ 1/100 de seconde par an, mais elle est réelle et mesurable. Les horloges sur les satellites GPS, qui sont plus éloignés de la Terre, et donc dans un champ gravitationnel plus faible, avancent légèrement plus vite que les horloges au sol. Les ingénieurs doivent corriger cette différence pour que le GPS fonctionne correctement. Si nous ne tenions pas compte de la relativité d'Einstein, le GPS serait précis à quelques kilomètres près au lieu de quelques mètres. Le temps n'est pas constant, il se plie, il s'étire, il coule à des vitesses différentes. Et en ce moment même, le temps passe pour vous à une vitesse légèrement différente de celle pour les astronautes au-dessus de vous. Pensons maintenant à l'âge des choses. L'univers a 13 milliards 800 millions d'années. Essayez de concevoir ce nombre. C'est presque impossible. Notre Soleil a environ 4 milliards 600 millions d'années. Il est à mi-vie, une étoile d'âge moyen, ni jeune ni vieille. La Terre a environ 4 milliards 500 millions d'années. La vie sur Terre est apparue il y a environ 3 milliards 800 millions d'années. Les premiers êtres humains modernes sont apparus il y a environ 300 000 ans. La civilisation moderne, l'agriculture, les villes, l'écriture n'a que 10 000 ans environ. Et votre vie à vous, au maximum, peut-être 80, 90, 100 ans. Un clin d'œil. Et dans toute l'histoire de l'univers, votre vie est un battement de cils. Mais quel battement de cils! Parce que dans toute l'histoire de l'univers, il n'y a jamais eu un autre vous. Et il n'y en aura jamais un autre. Vous êtes un événement unique dans 13 milliards 800 millions d'années d'histoire cosmique. Un clin d'œil? Oui. Mais un clin d'œil magnifique, irremplaçable et absolument unique. Et le futur? Le Soleil a encore environ 5 milliards d'années devant lui. Aucune urgence. La Terre restera habitable pendant au moins encore 1 milliard d'années. Les naines rouges brilleront pendant des trillions d'années. L'univers continuera d'exister pendant un temps incompréhensiblement long. Il n'y a pas de date limite. L'univers a tout le temps du monde. Et ce soir, vous aussi. Allons maintenant rendre visite aux lunes. Ces compagnes silencieuses qui orbitent autour des planètes, fidèles et patientes, certaines depuis des milliards d'années. Commençons par Europe, la lune de Jupiter qui fascine les scientifiques plus que presque tout autre objet du système solaire. Europe est un monde de glace. Sa surface est une coquille de glace d'eau, lisse et craquelée, avec des lignes brunes et rougeâtres qui la traversent comme les veines d'une feuille. Mais sous cette coquille de glace, il y a un océan. Un océan liquide d'eau salée, probablement plus profond et contenant plus d'eau que tous les océans de la Terre réunis. Cet océan est maintenu liquide par le chauffage de marée, les forces gravitationnelles de Jupiter, qui étirent et compriment Europe légèrement à chaque orbite, générant de la chaleur par friction interne. Et cet océan pourrait contenir la vie. Et des formes de vie simples, peut-être, nourries par des sources hydrothermales au fond de l'océan, comme les écosystèmes que nous avons trouvés dans les profondeurs des océans terrestres. En ce moment même, sous une coquille de glace, sur une lune de Jupiter,
Un océan entier existe tranquillement. Des vagues se forment peut-être. De l'eau salée clapote peut-être contre des plafonds de glace. Et nous ne l'avons jamais vu, nous ne l'avons jamais entendu. Nous savons juste qu'il est là, silencieux, patient, attendant d'être exploré. Et puis, il y a Encelade, la petite lune de Saturne, qui a fait une des découvertes les plus excitantes de l'exploration spatiale. Encelade est minuscule, à peine 500 km de diamètre, à peine plus grande que la France. Mais à son pôle sud, quelque chose d'extraordinaire se produit. Des geysers d'eau glacée jaillissent de fissures dans la surface, projetant des panaches de vapeur d'eau et de particules de glace à des centaines de kilomètres dans l'espace. La sonde Cassini est passée directement à travers ces panaches. Elle les a goûtés. Et ce qu'elle a trouvé était remarquable. De l'eau, du sel, des molécules organiques, de l'hydrogène moléculaire. Tous les ingrédients nécessaires à la vie telle que nous la connaissons. Une minuscule lune, pas plus grande qu'un petit pays, projette les ingrédients de la vie dans l'espace, comme si elle essayait de dire quelque chose, comme si elle envoyait un message. Et nous l'avons entendu. Et notre lune, notre vieille et fidèle lune, 4 milliards et demi d'années ensemble. C'est une relation plus longue que la plupart des choses dans l'univers. Et la Lune stabilise l'inclinaison axiale de la Terre, nous donnant des saisons stables et prévisibles. Sans la Lune, l'axe de la Terre oscillerait de manière chaotique, créant des changements climatiques extrêmes qui auraient pu rendre l'évolution de la vie complexe beaucoup plus difficile. La Lune crée les marées, qui ont peut-être joué un rôle crucial dans l'apparition de la vie dans les zones intertidales. La Lune fournit une lumière douce, la nuit, suffisante pour voir, mais pas assez pour éblouir. Et la Lune a inspiré chaque civilisation humaine qui a jamais existé, chaque poète, chaque rêveur, chaque amoureux qui a jamais levé les yeux vers le ciel nocturne. La Lune veille sur la Terre depuis avant que la vie n'existe. C'est la plus ancienne veilleuse du monde. Et il y a les lunes bergères. De petites lunes qui orbitent à l'intérieur des systèmes d'anneaux des planètes géantes. Leur gravité maintient les anneaux en forme, gardant les particules en ordre, créant des bords nets et des espaces bien définis. Des lunes comme Prométhée et Pandore autour de Saturne. Leur seul travail est de garder les choses en ordre. Des bergers cosmiques s'occupant tranquillement de leurs troupeaux de glace et de poussière. Il y a quelque chose de touchant dans l'idée de ces petites lunes, pas plus grandes que quelques dizaines de kilomètres, faisant leur ronde autour de Saturne, veillant sur les anneaux, maintenant l'harmonie depuis des millions d'années. Parlons des couleurs de l'univers. Parce que l'univers est un endroit beaucoup plus coloré que vous ne le pensez. En 2002, des astronomes de l'université Johns Hopkins ont calculé la couleur moyenne de l'univers. Ils ont pris la lumière de plus de 200 000 galaxies et l'ont combinée pour déterminer quelle couleur l'univers aurait si vous pouviez voir toute sa lumière en même temps. Au début, ils ont annoncé que la couleur de l'univers était turquoise. Mais après avoir corrigé une erreur dans leur analyse, ils ont révisé leur réponse. La vraie couleur moyenne de l'univers est un beige doux, légèrement crémeux. Ils l'ont baptisé cosmique latte. L'univers entier, quand vous faites la moyenne de toute sa lumière, toutes ces étoiles, toutes ces galaxies, toutes ces nébuleuses, est de la couleur d'un café au lait. L'univers est de la couleur de votre boisson préférée du matin. Même le cosmos a besoin d'une boisson chaude.
et les couchers de soleil. Et pourquoi les couchers de soleil sont-ils si beaux? La réponse est la diffusion de Rayleigh. La lumière du soleil est composée de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Quand cette lumière traverse l'atmosphère terrestre, les longueurs d'onde les plus courtes, le bleu et le violet, sont diffusées dans toutes les directions par les molécules de l'atmosphère. C'est pourquoi le ciel est bleu pendant la journée. Mais au coucher du soleil, la lumière traverse une couche d'atmosphère beaucoup plus épaisse. Tant de lumière bleue est diffusée que seules les longueurs d'onde les plus longues, le rouge et l'orange, parviennent à vos yeux. Le résultat est cette explosion de couleurs chaudes qui peint le ciel chaque soir. Chaque coucher de soleil est une leçon de physique en beauté. Et sur Mars, les couchers de soleil sont bleus, à l'inverse exact de la Terre. La fine poussière dans l'atmosphère martienne diffuse la lumière différemment, laissant passer le bleu au coucher du soleil et filtrant le rouge. La même physique qui rend nos couchers de soleil rouges rend ceux de Mars bleus. L'univers utilise le même truc 2 fois, et c'est magnifique les 2 fois. Les étoiles elles-mêmes sont pleines de couleurs. Les étoiles bleues sont les plus chaudes, avec des températures de surface dépassant 30 000 degrés. Les étoiles blanches sont très chaudes. Les étoiles jaunes, comme notre Soleil, sont d'une température moyenne. Et les étoiles oranges et rouges sont les plus fraîches. Le ciel nocturne est en réalité plein de couleurs, mais nos yeux, adaptés à la lumière du jour, ne sont pas très bons pour percevoir les couleurs dans la faible lumière des étoiles. Mais avec la photographie à longue exposition, le ciel se révèle dans toute sa splendeur chromatique. Des étoiles bleues, blanches, jaunes, oranges, rouges, des nébuleuses roses, vertes, violettes, bleues. L'univers est un festival de couleurs, et nous vivons en son centre. Et les aurores, les lumières du nord et du sud. Quand des particules chargées du vent solaire frappent le champ magnétique de la Terre et sont canalisées vers les pôles, elles entrent en collision avec les molécules de l'atmosphère. Ces collisions excitent les atomes, qui libèrent ensuite de l'énergie sous forme de lumière. Différents gaz produisent différentes couleurs. L'oxygène produit du vert et du rouge. L'azote produit du bleu et du violet. Le résultat est un spectacle de lumière naturelle, d'une beauté surnaturelle, et des rideaux de lumière ondulant dans le ciel nocturne, changeant de forme et de couleur, dansant au-dessus de l'horizon. Et les aurores ne se produisent pas uniquement sur la Terre. Jupiter a des aurores. Saturne a des aurores. Même Uranus a des aurores. L'univers peint le ciel avec de la lumière. Et il le fait gratuitement, chaque nuit, près des pôles de chaque planète, avec un champ magnétique. Parlons maintenant de la gravité, la force la plus douce de l'univers. Et aussi la plus importante. Il existe 4 forces fondamentales dans la nature. La force nucléaire forte, qui maintient les protons et les neutrons ensemble dans le noyau atomique. La force nucléaire faible, responsable de certaines formes de radioactivité. La force électromagnétique, qui gouverne la lumière, l'électricité, le magnétisme et la chimie. Et la gravité. Et parmi ces 4 forces, la gravité est de loin la plus faible. Et quand je dis de loin, je veux dire vraiment de loin. Un petit aimant de réfrigérateur peut soulever un trombone, surmontant ainsi l'attraction gravitationnelle de la Terre entière. Toute la planète tire le trombone vers le bas, et un minuscule aimant tire plus fort vers le haut. C'est à quel point la gravité est faible par rapport aux autres forces. Et pourtant,
la gravité est la force qui structure l'univers. Elle maintient les planètes en orbite. Elle fait tourner les galaxies. Elle rassemble le gaz pour former les étoiles. Elle maintient vos pieds sur le sol. La force la plus douce de l'univers est celle qui maintient tout ensemble. Et il existe des endroits dans l'espace où la gravité est en équilibre parfait. On les appelle les points de Lagrange. Ce sont des points dans un système à deux corps, comme le système Terre-Soleil, où les forces gravitationnelles des deux objets se combinent de telle manière qu'un troisième objet peut rester en position relativement stable avec un minimum d'énergie. Il y a 5 points de Lagrange dans chaque système à deux corps. Et le télescope spatial James Webb se trouve au point L, 2 du système Terre-Soleil, un point d'équilibre gravitationnel situé à environ 1,5 million de kilomètres de la Terre, de l'autre côté par rapport au Soleil. Il flotte là, en équilibre parfait, observant l'univers avec une clarté sans précédent. Il existe des endroits dans l'espace où vous pourriez simplement flotter, en équilibre parfait. Aucune force ne vous tirant dans aucune direction. Juste l'équilibre, l'harmonie gravitationnelle et les orbites. Saviez-vous qu'orbiter est simplement une forme élégante de tomber? La Lune tombe constamment vers la Terre. Mais elle se déplace aussi latéralement assez vite pour que la courbure de la Terre s'éloigne sous elle à la même vitesse qu'elle tombe. Alors elle tombe, mais ne touche jamais le sol. Elle tombe pour toujours. La Station spatiale internationale fait la même chose. Elle tombe autour de la Terre à 28 000 km/h. Les astronautes à bord ne flottent pas vraiment en apesanteur. Ils sont en chute libre permanente. Ils tombent continuellement, perpétuellement, sans jamais atterrir. Chaque satellite, chaque lune, chaque planète est en train de tomber. Infiniment, gracieusement, magnifiquement, et sans jamais toucher le sol et les ondes gravitationnelles. En 2015, et les scientifiques de LIGO ont détecté pour la première fois des ondes gravitationnelles, des ondulations dans le tissu même de l'espace-temps causées par la collision de 2 trous noirs à plus d'1 milliard d'années-lumière. Ces ondes étirent et compriment l'espace lui-même en passant. Elles passent à travers vous en ce moment même. Des ondes gravitationnelles provenant de collisions cosmiques lointaines traversent votre corps, étirant l'espace que vous occupez d'une quantité inférieure à la largeur d'un proton. Le tissu même de l'espace et du temps ondule à travers vous, et vous ne pouvez rien sentir du tout. Regardons maintenant notre propre planète depuis l'espace. Parce que la Terre, vue de là-haut, est l'un des spectacles les plus apaisants que l'on puisse imaginer. Et les astronautes qui voient la Terre depuis l'espace rapportent une transformation profonde de leur façon de voir le monde. On appelle cela l'effet de vue d'ensemble, l'overview effect en anglais. C'est un changement cognitif, une prise de conscience soudaine de la fragilité et de la beauté de notre planète. Depuis l'espace, les frontières disparaissent. Les conflits semblent absurdes. La Terre apparaît comme ce qu'elle est vraiment, un petit vaisseau spatial fragile, flottant dans un océan d'obscurité, portant toute la vie que nous ayons jamais connue. Edgar Mitchell, l'astronaute d'Apollo 14, a décrit cette expérience comme une explosion de conscience, un sentiment soudain d'unité avec l'univers, un sentiment que tout est connecté. Chaque astronaute qui a vu la Terre depuis l'espace est revenu changé. Ou pas un seul n'a fait exception. Et puis, il y a cette photo, la plus célèbre photographie jamais prise peut-être,
le point bleu pâle. En 1990, la sonde Voyager 1, alors qu'elle quittait le système solaire, s'est retournée et a pris une dernière photo de la Terre. À une distance de 6 milliards de kilomètres, la Terre n'était qu'un minuscule point, moins d'un pixel de large, suspendu dans un rayon de lumière solaire. Un grain de poussière dans un rayon de soleil. Et Carl Sagan, en voyant cette image, a prononcé l'un des discours les plus émouvants de l'histoire humaine. « Regardez encore ce point », a-t-il dit. C'est ici, c'est notre foyer, c'est nous, tout le monde que vous aimez, tout le monde que vous connaissez, tout le monde dont vous avez entendu parler, chaque être humain qui a jamais vécu, ou a vécu sa vie sur ce grain de poussière suspendu dans un rayon de soleil. Tout ce qui vous importe, chaque coucher de soleil que vous avez vu, chaque chanson que vous avez entendue, chaque baiser que vous avez reçu, tout cela sur ce minuscule point pâle dans l'immensité du cosmos. Et depuis la Station spatiale internationale, les astronautes voient la Terre d'une manière que très peu d'êtres humains ont jamais vue. Ils voient les lumières des villes la nuit, scintillant comme des constellations terrestres. Ils voient les éclairs des orages, illuminant les nuages par en dessous comme des lampions. Ils voient les aurores dansant autour des pôles en rideaux de lumière verte. Et ils voient cette mince ligne bleue, l'atmosphère, cette couche d'air incroyablement fine qui est tout ce qui sépare la vie du vide depuis l'espace. Non, la Terre ressemble à un joyau vivant, brillant, respirant, suspendu dans l'obscurité. Et cette terre est protégée par des boucliers invisibles que vous ne voyez jamais, mais qui travaillent pour vous chaque seconde de chaque jour. La magnétosphère, le champ magnétique de la Terre, dévie les particules chargées du vent solaire et les rayons cosmiques, les empêchant de frapper directement la surface et de détruire notre atmosphère. Sans la magnétosphère, le vent solaire aurait arraché notre atmosphère il y a des milliards d'années, comme il l'a fait pour Mars. L'atmosphère elle-même brûle les météores avant qu'ils n'atteignent le sol. Ces étoiles filantes que vous voyez ne sont rien d'autre que de petits morceaux de roche se consumant en entrant dans l'atmosphère à des vitesses incroyables. L'atmosphère filtre les rayons ultraviolets les plus nocifs du Soleil et maintient la chaleur à l'intérieur, permettant à l'eau liquide d'exister à la surface. Et la couche d'ozone, une mince couche de gaz dans la haute atmosphère, absorbe la majeure partie des rayons UVC et UVB du Soleil, protégeant toute vie à la surface. La Terre vous enveloppe dans des boucliers invisibles depuis votre naissance. Des champs magnétiques, des couches atmosphériques, tous travaillant silencieusement pour vous garder en sécurité. Vous êtes protégé. Vous avez toujours été protégé. Et ces sons de l'espace dont nous avons parlé, allons un peu plus loin. La NASA a développé des projets de sonification extraordinaires ces dernières années. Ils prennent des données de l'espace, des fréquences de lumière, des émissions radio et des données scientifiques de toutes sortes, et ils les traduisent en sons. Chaque élément, chaque fréquence de lumière se voit attribuer une note musicale, une tonalité, un timbre. Et le résultat est une musique d'une beauté éthérée, envoûtante, créée à partir de données cosmiques réelles. La musique des galaxies, la musique des nébuleuses, la musique des planètes. Ce n'est pas de la musique inventée, c'est de la musique découverte. C'est la musique que l'univers joue depuis des milliards d'années, traduite dans un langage que nos oreilles peuvent comprendre. Et le soleil vibre
avec des millions d'ondes acoustiques. Si vous pouviez entendre le soleil, ce serait un bourdonnement profond, constant, résonnant. Un son chaud et enveloppant. Les oscillations solaires, les vibrations du soleil, sont si régulières, si prévisibles, que les scientifiques peuvent les utiliser pour étudier la structure interne du soleil, exactement comme les médecins utilisent les ultrasons pour voir l'intérieur du corps humain. Le soleil respire, en quelque sorte. Il se dilate et se contracte légèrement, comme un être vivant qui respire. Un souffle lent et régulier qui dure depuis 4 milliards 600 millions d'années. Le soleil bourdonne. En ce moment même, un bourdonnement profond et chaud qui joue depuis plus longtemps que la Terre n'existe. Et les anciens Grecs avaient une idée à propos de cela. Pythagore croyait que les planètes, en se déplaçant dans leurs orbites, produisaient une musique. Il l'appelait la musique des sphères, l'harmonie céleste. Il croyait que les distances entre les planètes correspondaient à des intervalles musicaux. Oui, dès que le mouvement des corps célestes créait une symphonie cosmique. Pendant des millénaires, cette idée a été considérée comme de la philosophie poétique, pas de la science. Mais la science moderne a montré que les planètes émettent effectivement des fréquences électromagnétiques qui peuvent être converties en son. Saturne sonne comme un cœur éthéré et mystérieux. Jupiter sonne comme des vagues océaniques. La Terre émet un bourdonnement appelé le Schumann résonance, le résultat des ondes électromagnétiques rebondissant entre la surface de la Terre et l'ionosphère. Les anciens Grecs croyaient que les planètes faisaient de la musique. Ils avaient plus raison qu'ils ne l'ont jamais su. Parlons maintenant de la fin des étoiles. Et ne vous inquiétez pas, ce n'est pas triste. Et la fin des étoiles est en fait l'une des choses les plus belles de l'univers. Toutes les étoiles ne meurent pas de manière violente. Les étoiles, comme notre Soleil, les étoiles de masse moyenne meurent doucement. Quand elles ont épuisé leur hydrogène, elles gonflent en géantes rouges, puis elles se défont lentement, perdant leurs couches extérieures dans l'espace. Ces couches de gaz, expulsées en coquilles lumineuses, créent ce qu'on appelle des nébuleuses planétaires. Et les nébuleuses planétaires sont parmi les objets les plus magnifiques de l'univers. La nébuleuse de l'Anneau, la nébuleuse de l'Huile de Chat, la nébuleuse de l'Hélice, des coquilles de gaz brillant de toutes les couleurs, éclairées de l'intérieur par le cœur chaud et compact de l'étoile mourante. Ce sont des œuvres d'art cosmiques, des sculptures de lumière et de gaz. Et elles sont créées par des étoiles qui meurent. Quand les étoiles, comme notre Soleil, meurent, elles n'explosent pas, elles fleurissent comme une fleur qui s'ouvre pour la dernière fois. Un adieu lumineux, coloré et d'une beauté absolue. Et après avoir expulsé ces couches extérieures, ce qui reste de l'étoile est un noyau chaud et compact appelé une naine blanche. Une naine blanche a à peu près la taille de la Terre, mais elle contient la masse d'une étoile entière. Elle est incroyablement dense et elle se refroidit lentement sur des milliards d'années, de plus en plus froide, de plus en plus sombre. Éventuellement, après un temps incroyablement long, elle deviendra une naine noire. Un objet complètement refroidi, sombre, ne rayonnant plus aucune lumière, ni aucune chaleur. Mais voici la chose fascinante. L'univers n'est pas assez vieux pour qu'une seule naine noire existe. Le processus de refroidissement prend tellement de temps, des milliards et des milliards d'années, qu'aucune naine blanche n'a encore eu le temps de se refroidir complètement.
L'univers est trop jeune. Aucune étoile n'a jamais fini de se refroidir. Le cosmos est encore trop jeune pour cela. Et les étoiles, à neutrons. Ces restes ultra-denses d'étoiles massives qui ont explosé en supernovae. Une cuillère à café de matière d'étoiles à neutrons pèserait environ 6 milliards de tonnes. 6 milliards de tonnes dans une cuillère à café. C'est un nombre si absurde qu'il en devient presque comique. Et les étoiles à neutrons sont minuscules, à peine une vingtaine de kilomètres de diamètre. La taille d'une ville. Et pourtant, elles contiennent plus de masse que notre Soleil. Et elles tournent. Certaines tournent des centaines de fois par seconde. Un objet contenant plus de masse que le Soleil, comprimé dans un espace de la taille d'une ville, tournant plus vite qu'une toupie. Et pourtant, elles sont stables. Elles restent là, tournant, pulsant, depuis des millions d'années. Il y a quelque chose d'absurde et de magnifique dans ces objets. Et quand les étoiles massives explosent en supernova, elles dispersent des éléments lourds dans l'espace. Le carbone, l'oxygène, le fer, le calcium, l'or, l'argent, tous les éléments lourds qui composent les planètes rocheuses et la vie elle-même sont créés et dispersés par les supernovae. Chaque supernova est un cadeau au futur. Les éléments qu'elle disperse seront incorporés dans de nouveaux nuages de gaz, de nouvelles étoiles, de nouvelles planètes, donc peut-être de nouvelles formes de vie. Une étoile a dû mourir pour que vous puissiez vivre. Votre existence est le dernier cadeau d'une étoile, la plus belle conclusion d'une histoire stellaire. Maintenant, aventurons-nous dans l'univers sombre. Et ne vous inquiétez pas, l'univers sombre n'est pas effrayant. Il est mystérieux, oui. Mais le mystère est beau. Environ 27% de l'univers est composé de matière noire. Nous ne pouvons pas la voir. Nous ne pouvons pas la toucher. Nous ne pouvons même pas la détecter directement. Mais nous savons qu'elle est là, parce que nous pouvons voir ses effets. Les galaxies tournent trop vite pour la quantité de matière visible qu'elles contiennent. Sans quelque chose de supplémentaire, quelque chose d'invisible, les galaxies se déchireraient, et que la matière noire est l'échafaudage invisible de l'univers. Elle maintient les galaxies ensemble. Elle forme la structure de la toile cosmique. Sans elle, rien de ce que nous voyons n'existerait. Quelque chose d'invisible tient l'univers ensemble. Nous ne pouvons pas le voir, nous ne pouvons pas le toucher, mais sans cela, rien n'existerait. C'est l'étreinte invisible du cosmos. Et environ 68% de l'univers est composé d'énergie noire. C'est encore plus mystérieux que la matière noire. L'énergie noire est responsable de l'accélération de l'expansion de l'univers. L'univers ne s'étend pas simplement, il s'étend de plus en plus vite. Et l'énergie noire est ce qui le pousse. Mais elle est incroyablement douce. À l'échelle humaine, à l'échelle de notre système solaire, même à l'échelle de notre galaxie, l'énergie noire n'a aucun effet perceptible. C'est seulement, aux plus grandes échelles, entre les amas de galaxies, que son effet se fait sentir. La force la plus puissante de l'univers, celle qui pousse tout à part, est si douce que vous ne pouvez même pas la sentir. Et quand vous additionnez toutes les étoiles, toutes les planètes, toutes les galaxies, toutes les nébuleuses, tout ce que nous pouvons voir et détecter avec tous nos instruments, cela ne représente qu'environ 5% de l'univers total. 5%. 95% de l'univers est constitué de matière noire et d'énergie noire, des choses que nous ne comprenons pas. Nous ne voyons que 5% de ce qui existe, et vous faites partie de ces 5%. Vous êtes
la partie de l'univers qui brille. Et vous êtes la manière dont l'univers se rend visible. Et il y a quelque chose de profondément réconfortant dans ce mystère. Nous ne savons pas ce que sont la matière noire et l'énergie noire. Et c'est bien, l'univers a encore des secrets. Il y a encore tellement de choses à découvrir, tellement de choses à comprendre, tellement de merveilles qui attendent d'être révélées. Le fait que nous ne comprenions pas 95% de l'univers signifie qu'il reste 95% de choses à émerveiller. Et l'émerveillement est une chose magnifique. Parlons de la vie dans l'univers, parce que c'est une pensée profondément réconfortante. Les ingrédients de la vie sont partout. Des acides aminés, les briques de base des protéines, ont été trouvés dans des météorites qui sont tombés sur Terre. Et que des molécules organiques complexes ont été détectées dans des nuages interstellaires, flottant dans l'espace entre les étoiles. De l'eau a été trouvée sur des lunes, dans des nébuleuses, dans des galaxies lointaines. Les ingrédients de la vie ne sont pas rares. Ils ne sont pas spéciaux à la Terre. Ils sont dispersés partout dans l'univers, comme des graines éparpillées par le vent, attendant le bon jardin pour germer. L'équation de Drake est une tentative d'estimer le nombre de civilisations intelligentes dans notre galaxie. Elle prend en compte des facteurs comme le nombre d'étoiles formées par an, la fraction de ces étoiles qui ont des planètes, la fraction de ces planètes qui sont dans la zone habitable, et ainsi de suite. Même avec des estimations très conservatrices, le nombre résultant est rarement zéro. Si la Voie lactée contient entre 100 et 400 milliards d'étoiles. Beaucoup de ces étoiles ont des planètes. Beaucoup de ces planètes se trouvent dans la zone habitable de leur étoile, la zone où l'eau liquide peut exister à la surface. Même si la vie est incroyablement rare, dans un univers aussi grand, incroyablement rare signifie quand même probablement quelque part là-dehors. Et sur notre propre planète, la vie a montré une résilience extraordinaire. La vie existe dans les sources hydrothermales, bouillantes au fond des océans. La vie existe dans les glaces de l'Antarctique. La vie existe à l'intérieur de roches, à des kilomètres sous la surface. La vie existe dans des lacs de soude caustique et dans des environnements saturés de radiation. Les tardigrades, ces minuscules créatures presque indestructibles, peuvent survivre dans le vide de l'espace, résister à des températures proches du zéro absolu et à des températures dépassant 150 degrés et supporter des doses de radiation qui tueraient un être humain des milliers de fois. La vie sur Terre est bien plus résistante que nous ne l'avons jamais imaginé. Et si la vie peut exister dans ces conditions extrêmes sur Terre, imaginez ce qui pourrait prospérer ailleurs dans l'univers. Sur les fonds océaniques d'Europe, dans les geysers d'Encelade, dans des endroits que nous n'avons même pas encore imaginés. Et voici une pensée douce pour vous accompagner ce soir. Imaginez que quelque part dans l'univers, sur une planète en orbite autour d'une étoile que nous n'avons même pas nommée, un être vivant regarde son ciel et se demande s'il est seul dans l'univers. Peut-être que cet être, quel qu'il soit, pose les mêmes questions que vous. Peut-être qu'il se demande si quelqu'un d'autre est là-dehors, à regarder les étoiles, à se poser les mêmes questions. Peut-être que, en ce moment même, sur une planète que nous ne verrons peut-être jamais, quelqu'un regarde dans notre direction et se demande la même chose que vous. Parlons maintenant de l'un des projets les plus émouvants
de l'histoire humaine, les sondes, Voyager et leur disque d'or. En 1977, 2 sondes spatiales ont été lancées depuis la Terre, Voyager 1 et Voyager 2. Leur mission initiale était d'explorer les planètes extérieures du système solaire, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Mais elles ont dépassé toutes les attentes. Elles ont continué à fonctionner, et continuant à envoyer des données depuis les confins du système solaire. Voyager 1 est maintenant dans l'espace interstellaire, au-delà de l'influence du vent solaire. C'est l'objet fabriqué par l'homme le plus éloigné de la Terre. Et elle est encore en communication avec nous. Une machine construite par des humains dans les années 70, utilisant une technologie moins puissante que celle de votre téléphone portable, navigue maintenant entre les étoiles. Et elle nous parle encore, faiblement, lentement, mais elle nous parle. Et attaché à chaque sonde Voyager, il y a un disque d'or, un message dans une bouteille cosmique. Ce disque contient des sons de la Terre, le bruit des vagues, le souffle du vent, le grondement du tonnerre, le chant des oiseaux, le chant des baleines, le battement d'un cœur humain. Il contient de la musique du monde entier. Bach, Beethoven, Mozart, Chuck Berry, des chants traditionnels du monde entier. Il contient des salutations en 55 langues, des images de la Terre et de l'humanité, des diagrammes montrant notre position dans la galaxie. C'est un résumé de qui nous sommes, de ce que nous aimons, de ce qui nous rend humains. Et il est conçu pour durer 1 milliard d'années. 1 milliard d'années! Bien après que notre civilisation aura peut-être disparu, bien après que nos villes seront tombées en poussière, bien après que les langues que nous parlons auront été oubliées, ce disque sera encore là, flottant entre les étoiles, portant notre message, notre musique, notre voix. Nous avons envoyé une lettre d'amour à l'univers. Et elle est encore là dehors, dérivant dans l'obscurité, attendant d'être trouvée. C'est parmi les morceaux de musique sur le disque d'or, il y en a un qui est particulièrement émouvant. Dark was the night, cold was the ground, de Blind Willie Johnson. Un blues enregistré en 1927 par un musicien aveugle. Un morceau sans parole, juste une voix qui fredonne et une guitare slide. Il a été choisi parce qu'il exprime quelque chose de profondément humain. La solitude, le désir, la beauté dans la mélancolie. Quelque part au-delà de notre système solaire, un enregistrement du blues le plus triste d'un musicien aveugle flotte entre les étoiles. Et il survivra à chaque être humain qui a jamais vécu. Il survivra à notre civilisation. Il survivra peut-être même à la Terre. La musique d'un homme qui ne pouvait pas voir voyagera plus loin que n'importe quel œil humain n'a jamais vu. Et Carl Sagan, qui a dirigé le projet du disque d'or, avait une philosophie simple. Même si personne ne trouve jamais ce disque, l'acte même de l'envoyer a un sens. L'acte de tendre la main vers l'inconnu. L'acte de dire « nous sommes ici ». L'acte d'espérer. Nous ne saurons peut-être jamais si quelqu'un entend notre message. Mais nous l'avons envoyé quand même, parce que c'est ce que font les humains. Nous tendons la main dans l'obscurité et nous espérons. Maintenant, montons un peu plus haut. Allons visiter la Station spatiale internationale, ce petit foyer flottant dans l'espace. La Station spatiale internationale orbite autour de la Terre toutes les 90 minutes. Cela signifie que les astronautes à bord voient 16 levées et 16 couchers de soleil chaque jour. 16 fois par jour, le ciel change. Chez l'obscurité, cède la place à une fine ligne de lumière bleue et or à l'horizon. Puis le soleil surgit
baignant tout de lumière, puis il redescend, peignant l'atmosphère de rouge et d'orange, puis l'obscurité revient avec les étoiles et les lumières des villes en dessous. 16 fois par jour, chaque jour. La Station spatiale internationale est une collaboration entre 15 nations. Des personnes de pays qui sont parfois des rivaux politiques, parfois en désaccord profond sur Terre, travaillent ensemble dans l'espace. 250 miles au-dessus de chaque conflit, de chaque frontière, de chaque désaccord, des gens de nations différentes vivent ensemble, en paix. Partagent des repas, partagent des blagues, se passent des outils, se font confiance avec leur vie. L'espace a cette capacité unique de nous rappeler que, au fond, nous sommes tous sur la même équipe, et dormir dans l'espace. Les astronautes dorment dans des sacs de couchage attachés au mur. Il n'y a pas de haut ni de bas en microgravité. Vous pouvez dormir dans n'importe quelle orientation. Certains astronautes préfèrent dormir près d'une fenêtre. Et ils disent que regarder la Terre défiler lentement en dessous d'eux avant de s'endormir est l'expérience la plus paisible de leur vie. Imaginez vous endormir en regardant le monde entier tourner lentement sous vous. Les océans bleus, les nuages blancs, les continents verts et bruns, les lumières des villes scintillant dans la nuit, et tout cela qui défile doucement, silencieusement, en dessous de vous, pendant que vous vous endormez. Et saviez-vous que vous pouvez voir la Station spatiale internationale à l'œil nu? Et bien, elle ressemble à une étoile brillante qui se déplace lentement à travers le ciel. Pas de clignotement, juste une lumière constante et régulière, glissant silencieusement d'un horizon à l'autre en quelques minutes. La prochaine fois que vous voyez une lumière brillante se déplacer lentement à travers le ciel nocturne, faites un signe de la main. Quelqu'un là-haut est peut-être en train de regarder vers le bas, en pensant à vous. Parlons maintenant des distances cosmiques. Parce que l'échelle de l'univers est si grande qu'elle en devient paradoxalement apaisante. Si le Soleil était un ballon de basket-ball, la Terre serait un petit grain de sable à environ 30 mètres de distance. Neptune serait à presque 1 kilomètre. Et l'étoile la plus proche, Proxima Centauri, serait à des milliers de kilomètres. À cette échelle, et le système solaire est principalement constitué de vide, d'espace vide, de rien. Notre système solaire est presque entièrement composé de rien, de magnifique, paisible, silencieux rien. Et quand nous mesurons les distances dans l'univers, nous utilisons des unités de lumière. Une année-lumière, c'est la distance que la lumière parcourt en une année, environ 9500 milliards de kilomètres. 9500 milliards. L'étoile la plus proche est à 4,24 années-lumière. La Voie lactée fait environ 100 000 années-lumière de diamètre. Et l'univers observable fait environ 93 milliards d'années-lumière de diamètre. L'univers est si grand que nous avons dû inventer une unité de mesure basée sur la chose la plus rapide de l'existence, la lumière. Et les chiffres sont encore incompréhensiblement grands.